Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets cachent les découvertes archéologiques les plus surprenantes au monde? Préparez-vous à découvrir des objets et des lieux qui défient l'imagination et la compréhension. Des trésors cachés depuis des siècles aux sites mystérieux qui soulèvent plus de questions que de réponses. Rejoignez-nous dans ce voyage, à travers les découvertes les plus incroyables et énigmatiques que l'archéologie a à offrir. Numéro 1. En novembre 2013, Laurence Edgerton, détecteur de métaux amateur, est entré dans un champ près de chez lui à Seaton Down, dans le Devon, en Angleterre, avec son instrument à la main. À son retour chez lui, il découvrit l'une des découvertes de pièces de monnaie romaine les plus importantes jamais trouvées dans les îles britanniques. Au total, Laurence a récupéré 22 888 pièces de monnaie du IVe siècle. Toutes les pièces ont été frappées entre 260 et 348 et sont en alliage de cuivre. La plupart d'entre eux datent du IVe siècle, du règne de l'empereur romain Constantin Ier ou du règne conjoint ultérieur de Constance II et de son frère Constantin. Il y a eu un débat sur qui devrait prendre possession des pièces après que Laurence ait rapporté la découverte, mais elles ont finalement fini entre les mains du Royal Albert Memorial Museum à Exeter. Laurence a reçu des frais pour cette découverte et ces pièces sont maintenant connues sous le nom de Seaton Down Noir. Numéro 2. En 1999, un investisseur immobilier à la retraite nommé Hubert Zill affirmait avoir découvert un temple mégalithique sous-marin, non loin de la côte de Saint-Julien, sur l'île de Malte. Le site de la découverte est désormais connu sous le nom de Garilbar. Certains archéologues ont rejeté l'idée selon laquelle leur découverte serait un temple, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une formation rocheuse naturelle. Cependant, une exploration archéologique complète de la zone n'a jamais été réalisée et personne ne semble savoir pourquoi. Le fait qu'Hubert Zill soit un disciple bien connu de Zecharia Sitchin, qui croyait à la théorie des anciens astronautes et qui fut le premier à écrire sur l'existence d'une planète mythique appelée Nibiru n'aide pas. Il était donc facile pour les experts de considérer Hubert Zill comme un excentrique. Il a également affirmé avoir été guidé vers la découverte par la déesse Astarté, reine de l'Atlantide, ce qui n'a pas non plus beaucoup aidé son cas. Pour ne rien arranger, les plongées ultérieures n'ont pas permis de localiser le temple, pas même celle auquel Hubert Zill lui-même a participé. Nous aimons garder l'esprit ouvert lorsque cela est possible, mais la crédibilité de cette histoire est vraiment remise en question. Numéro 3. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour savoir que le bois pourrit. Les artefacts en bois ont beaucoup moins de chances de survivre des milliers d'années pour les archéologues modernes, par rapport aux artefacts fabriqués à partir d'autres matériaux. Cela rend ce chariot en bois encore plus remarquable. Il est presque complet et a été retrouvé sur les rives du lac S, près de la ville de Chachan en Arménie. Incroyablement, le char a près de 4000 ans. C'est l'une des voitures les plus anciennes au monde et, sans aucun doute, la voiture de ce type la mieux conservée de cette époque. En décembre 2017, près d'une douzaine d'autres charrettes à 4 et 2 roues ont été découvertes, même si aucune n'est aussi bien conservée que celle-ci. Les chariots sont entièrement fabriqués en chêne et avaient autrefois un revêtement en tissu sur la surface intérieure des roues. En plus de leur âge, une autre chose qui a surpris les experts à propos de ces voitures est la petite taille de certaines d'entre elles. On a émis l'hypothèse que, plutôt que d'être tirées par des chevaux ou des béhufs, les charrettes auraient pu être tirées par des personnes. Si tel était le cas, cela aurait été un travail fatigant pour quelqu'un. Numéro 4. La civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de civilisation harapéenne, a prospéré entre environ 2600 avenues et 1900 avenues dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde. C'est l'une des civilisations les plus anciennes du monde et elle se distingue par ses techniques avancées d'urbanisme, son architecture et ses systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Des villes comme Harappa et Mohenjo-Daro ont été construites avec un haut degré de planification.
Ils avaient des rues droites, des systèmes de drainage sophistiqués et des structures en briques. Les maisons étaient faites de briques cuites uniformes et beaucoup étaient équipés de salles de bain et de systèmes d'égouts. Les bâtiments publics comprenaient des granges et des bains communautaires. L'économie reposait sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Ils cultivaient du blé, de l'orge et des pois et élevaient des animaux comme des bovins et des moutons. Le commerce était actif, tant localement qu'avec des régions lointaines comme la Mésopotamie. Ils utilisaient des timbres pour marquer les marchandises et disposaient d'un système de poids et mesures. L'écriture de cette civilisation, non encore déchiffrée, consistant de brèves inscriptions sur des sceaux et des tablettes d'argile. La religion et la structure sociale restent en grande partie un mystère en raison du manque de longs textes écrits. La civilisation de la vallée de l'Indus a commencé à décliner vers 1900 avant JC, probablement en raison des changements climatiques, de catastrophes naturelles ou d'invasions. Bien que beaucoup de choses sur cette civilisation restent inconnues, ses progrès en matière d'urbanisme et de technologie continuent d'être admirés aujourd'hui. Numéro 5. De nos jours, les gens se moquent de tous ceux qui ont une devise ringarde sur leur profil de réseau social ou sur les murs de leur maison, comme « vivre, rire, aimer ». Cependant, ils ne devraient pas le faire, car les gens écrivent des pensées tout aussi banales sur les objets depuis la nuit des temps. Prenons par exemple cette collection de 80 miroirs en bronze. En avril 2021, les miroirs ont été découverts dans un cimetière de la province du Shaanxi, en Chine. Les tombes d'où proviennent les miroirs dateraient de la période des royaumes combattants, soit environ 2200 ans, selon les archéologues. Bien que de nombreuses tombes aient été pillées au cours de l'Antiquité, les miroirs sont restés intacts, peut-être en signe de respect. Les archéologues modernes n'ont pas de telles réserves et les ont donc pris à côté des têtes des morts. Des miroirs ont parfois été découverts avec des traces de soie attachées, ce qui suggère qu'ils étaient placés dans des sacs ou des sachets en soie avant les funérailles. Ils ont été retrouvés sur les corps d'hommes et de femmes, ce qui implique que le rôle symbolique qu'ils jouaient était universel. Bonheur éternel, vivre longtemps dans la mémoire et richesse pour ma famille sont quelques-unes des devises qui y sont gravées. Numéro 6. Il n'y a pas de réponse correcte à la question sur la couleur de la coupe de Lycurgue. Il peut être de deux couleurs, selon la direction dans laquelle on le regarde et l'éclairage au moment où on le regarde. Cette curiosité vieille de 1600 ans a intrigué et dérouté tous ceux qui l'ont vue depuis des siècles. La tasse a été fabriquée à partir de verre dichroïque, qui peut réfléchir les particules de lumière de différentes manières. Si vous éclairez le verre par derrière, il apparaîtra vert, mais si vous l'éclairez directement par l'avant, la couleur deviendra rouge. La personne qui l'a fabriqué comprenait presque certainement les principes du verre qu'elle utilisait, même si elle ne savait pas pourquoi il se comportait ainsi. Les archéologues n'ont jamais rien trouvé de plus semblable, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la délicatesse de la coupe. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'une seule personne dans la Rome antique ait compris le potentiel du verre et comment fabriquer de belles choses avec. Numéro 7. La tablette de Kish, un artefact en calcaire nommé d'après sa découverte dans l'ancienne ville sumérienne de Kish en Irak, a généré une certaine confusion quant à sa date de découverte, certaines sources suggérant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans. Selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes qui ont examiné la tablette de Kish, elle est considérée comme le document écrit le plus ancien au monde, ce qui lui confère une grande importance. Cependant, l'écriture sur la tablette, partiellement pictographique, semble être une sorte de proto-cunéiforme. La traduction des inscriptions proto-cunéiformes reste extrêmement difficile, ce qui indique que la compréhension des messages de la tablette nécessitera probablement de nouveaux progrès dans notre compréhension des premières langues écrites. Par conséquent,
même s'il est fort probable que la tablette quiche contienne des messages importants, il reste incertain si nous pourrons un jour comprendre pleinement son contenu. Numéro 8. Notre prochain artefact mystérieux est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien qu'il puisse également être connu sous le nom d'épée Shashido. La légende raconte que cette épée de cérémonie aurait été offerte à un souverain de la province japonaise de Yamato par un roi de Baekje, dans l'actuelle Corée du Sud. Il doit avoir existé dès 720, comme il est mentionné dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chronique du Japon, qui fut achevé cette année-là. Le texte indique qu'il a été donné au cours de la 52e année du règne de l'impératrice Jingu, bien que ce chiffre soit presque mythique et qu'aucune datation liée à son règne supposé ne puisse être fiable. L'épée inhabituelle mesure près de 4 pieds de long et est faite de fer, avec 6 protubérances dépassant de la lame centrale comme des branches. Il est considéré comme si précieux qu'il n'est pas exposé au grand public et est conservé sous clé au sanctuaire Izonokami dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur le côté de l'épée qui se traduit en anglais par « à midi, le 16e jour du 11e mois, la 4e année de Ta ». Cette épée était faite d'acier durci 100 fois. Cette épée repousse une centaine de soldats ennemis et est offerte au seigneur duc par bonne fortune, ce qui le distingue clairement comme un cadeau. Cependant, on ne sait toujours pas qui l'a décerné et à qui. Numéro 9. Il fut un temps où nous pensions comprendre ce qu'on appelle le disque céleste de Nebra. Les experts étaient presque sûrs qu'il avait environ 3600 ans et représentait le Soleil, un croissant de lune et les étoiles qui composent les Pléiades. Mais depuis septembre 2020, toutes ces théories étaient obsolètes. 2 experts de l'université Goethe de Francfort, en Allemagne, ont conclu qu'il était en réalité 1000 ans plus jeune qu'on ne le pensait auparavant et qu'il s'agissait donc d'un reliquaire de l'âge du fer. Changer l'âge de l'artefact signifie que les hypothèses astronomiques sur ce qu'il représente doivent également être considérées comme obsolètes. De nouvelles questions se posent également quant à l'origine de l'artefact. Il a été découvert en 1999 en Saxe-Anhalt, en Allemagne, mais le cuivre utilisé dans sa construction vient d'Autriche, tandis que l'or et le bronze proviennent de Cornouailles, en Angleterre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le créer à partir de matériaux rassemblés à divers endroits. Cependant, si nous nous trompons sur son âge de 1000 ans, nous devons alors accepter que les étoiles qui y sont représentées ne sont probablement pas les Pléiades. Que pourrait-il représenter à la place? Malheureusement, pour le moment, nous n'en avons aucune idée. Numéro 10. Wave Rock, l'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague époustouflante qui ne déferle jamais et qui est complètement figée dans le temps se trouve à seulement 3 km à l'est de la ville endormie d'Aidan, dans la ceinture aurifère de l'Australie. Au fil des années, The Wave Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre, et forme le côté nord de Inrock, un Inselberg massif. Numéro 11. Eternal Flame Falls. Eternal Flame Falls est une cascade de 35 pieds avec une grotte abritant une petite lumière vacillante d'environ quelques centimètres de haut, allumée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. On a longtemps cru que l'incendie brûlait à cause de poches de gaz s'élevant de l'ancien substrat rocheux très chaud. Cependant, les scientifiques ont découvert que les schistes situés sous la cascade ne sont ni assez chauds ni assez anciens pour générer des poches de gaz. Cette flamme et ses suintements durent dans ces endroits depuis des millions d'années, et vous savez que la roche-mère qui se trouve à environ 400 mètres de profondeur n'est pas particulièrement chaude et ne devrait même pas produire beaucoup de gaz, mais elle l'est et elle ne coule pas dehors. Leur idée est donc que la création continue de gaz en profondeur est due à un mécanisme distinct. En d'autres termes, quelque chose d'autre doit entretenir la flamme éternelle, mais les chercheurs ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Numéro 12. Formation rocheuse d'Al-Nasla.
la formation rocheuse d'Al-Nasla s'élève au-dessus de ces environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que de nombreuses personnes se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, d'importants facteurs géologiques sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 13. La colline des Croix est un lieu de pèlerinage dans le nord de la Lituanie. L'histoire exacte de la pratique consistant à laisser des croix sur la colline est inconnue, mais on pense que les premières croix ont été placées après une révolte en 1831. Au fil des siècles, les visiteurs catholiques ont emporté non seulement des croix et des crucifix, mais aussi des statues du Vierge Marie, sculptures de patriotes lituaniens et milliers d'effigies et chapelets miniatures. Le nombre précis de croix est inconnu, bien que les estimations le situent à environ 55 000 en 1992. La colline des Croix est un lieu de pèlerinage populaire en Lituanie et représente aujourd'hui la persistance pacifique du peuple lituanien malgré les dangers qu'elle a endurés tout au long de l'histoire. La Lituanie est devenue partie intégrante de l'Empire russe après la troisième partition du Commonwealth polono-lituanien en 1795. En 1831 et 1863, les Polonais et les Lituaniens ont tenté, sans succès, de renverser les dirigeants russes. Ces deux révoltes sont liées aux origines de la colline, lorsque les familles ont commencé à ériger des croix symboliques sur le site d'un ancien fort de la colline. Après la chute de l'Union soviétique en 1990, la fabrication de croix lituaniennes est devenue extrêmement populaire et la colline a été érigée en hommage à l'engagement du peuple lituanien à maintenir vivante son identité religieuse et nationale pendant ces temps difficiles. En conséquence, le nombre de passages a augmenté dans les années qui ont suivi l'ère soviétique et la population lituanienne, libérée de l'oppression religieuse, a pu pratiquer ses croyances sans craindre d'être persécutée. Numéro 14. La randonnée Huayna Picchu au Pérou peut être parfois difficile et effrayante, mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures choses à faire au Machu Picchu, la légendaire cité perdue des Incas. Ne soyez pas alarmés par le nom, bien qu'on l'appelle l'escalier de la mort du Machu Picchu en raison de son chemin raide et étroit, il y a eu très peu d'accidents et de morts ici au fil des ans, et c'est assez surtant que vous n'y faites pas attention. Huayna Picchu a une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue impressionnante depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens gravissent le Huayna Picchu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines incas du Machu Picchu que de ce point de vue. L'ascension du Huayna Picchu prend environ 2 heures. Numéro 15. Les grottes de Barabar sont un ensemble de cavernes creusées dans la roche dans l'état indien du Bihar. Ces grottes sont d'une antiquité importante, remontant à la période Mauryan, ce qui en fait les plus anciennes grottes creusées dans la roche en Inde. Ils sont connus pour leurs inscriptions, dont certaines remontent à la période du monarque Mauryan, Ashoka. Ces grottes sont situées sur la colline de Barabar et sur la colline adjacente de Nagarjun, certaines étant considérées comme un groupe distinct de grottes. Ils ont été creusés dans un substrat rocheux solide en granit et la plupart comportent 2 chambres. Le premier aurait accueilli de grands rassemblements de fidèles, tandis que le second contenait un stupa, une structure en forme de monticule contenant des reliques. L'architecture de ces grottes est particulièrement remarquable en raison du polissage mauryan à l'intérieur des chambres, qui produit un effet d'écho distinctif.
Cet effet aurait eu un impact sur les fidèles rassemblés dans les grottes, ajoutant une dimension spirituelle à l'expérience. Numéro 16. Gunjiwamp est un site archéologique près de Groton, dans le Connecticut, aux États-Unis. Cet endroit est célèbre pour ses nombreuses structures en pierre, bien qu'il n'y ait aucun accord sur leur âge ou leur fonction. Plusieurs hypothèses ont été proposées sur son origine, depuis les constructions amérindiennes jusqu'aux constructions coloniales européennes. L'une des hypothèses les plus frappantes suggère que les structures de Gunjiwamp ont été construites par des moines irlandais entre le 6e et le 8e siècle. Cette affirmation est basée sur la présence de structures similaires en Irlande et sur l'idée que ces moines ont traversé l'Atlantique pour éviter les Vikings. Cependant, cette affirmation manque de preuves solides et a fait l'objet de controverses parmi les chercheurs.